Nous nous sommes quittés la dernière fois sur ce rapport donc opéra rock concept album, en fin de compte le fait que les groupes rock pour se singulariser de plus en plus et pour sophistiquer leur forme, leur musique, se sont inspirés à la fois des notions d'opéra, c'est-à-dire créer une continuité entre les différentes chansons par exemple, ce qui donne l'idée d'un concept album, l'idée de raconter une histoire à travers plusieurs chansons, ce qui unifie l'idée de l'album, c'est ça le concept album. Ça a donné forcément aussi une vision de transformation du concert vers une forme de spectacle. Là, maintenant, le moindre groupe rock ultra connu fait du spectacle pluridisciplinaire, hein. Vous avez des grandes vidéos, des lumières, des effets, ça va au-delà du concert. Quand il n'y a pas, en plus des fois, de la chorégraphie ou des interventions, je ne sais pas, même circassiennes, hein, s'il le faut, on peut tout avoir, hein. Donc ça a influencé le comportement donc, sur scène, hein, des groupes. Et ça a ouvert aussi, nous l'avons vu en se quittant la dernière fois, sur le rapprochement que Freddie Mercury, par exemple du groupe Queen, avait fait avec Montserrat Caballé, la chanteuse lyrique d'opéra, donc la plus connue et presque la meilleure de cette époque-là au monde, en 1988, quand il a voulu se rapprocher, et ils ont fait non seulement la chanson Barcelone, hein, en hommage à Barcelone, qui était la ville de naissance de Montserrat Caballé, mais aussi l'album qui s'appelle aussi Barcelona, et cette chanson Barcelona qui a servi, après la mort de Freddie Mercury en 1991, qui a servi on va dire, de référence, qui a été rediffusée aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Montserrat Caballé étant décédé en 2018. Voilà, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc à partir du moment où il y a un rapprochement entre l'idée du classique et l'idée du rock, bien entendu, il va y avoir plein de groupes qui vont s'engouffrer là-dedans. Et qui vont se servir aussi des sonorités symphoniques ou qui vont travailler avec le symphonique d'une façon ou d'une autre ou avec des instruments classiques. Alors, on s'est quitté en disant je vais vous parler de ce groupe de heavy metal né en 1981 américain qui s'appelle Metallica, bien sûr. Metallica qui a une carrière absolument grandiose, hein, puisque ils en sont à, je sais pas, 200 millions d'albums vendus. C'est le groupe le plus, on va dire, le plus soutenu, le plus grand groupe quelque part de heavy metal de tous les temps jusqu'à présent. Et c'est en 1999 qu'un chef d'orchestre qui est fan de Metallica, enfin peut-être c'est avant 99, mais ça sera réalisé en 1999, va les contacter en disant, moi ce qui m'intéresse c'est que on pourrait faire un projet. Moi j'ai l'orchestre, le San Francisco Symphony Orchestra, je peux faire des arrangements sur vos propres chansons et on joue ensemble et on fait le concert ensemble. Et donc ils ont accepté, c'est tout un travail très très précis parce qu'il faut se caler avec les musiciens d'un orchestre et avec groupe rock qui jouent en même temps. Hein, il faut que, au niveau des oreilles, au niveau de l'écoute, au niveau de la direction, tout ça, tout soit impeccable. Parce qu'un groupe rock, c'est quand même très 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 précis au niveau du jeu. Surtout Metallica. Ils ont quand même des sophistications dans les mesures, on va le voir, hein, dans un petit moment. Et donc ça s'est passé en 99, ça a eu un grand succès parce que c'est un concert-spectacle quelque part, c'est très spectaculaire parce qu'un orchestre symphonique est confronté à un public qui vient du rock, surtout, pas que, mais qui vient du rock, c'est que c'est un public très vivant, c'est pas le public des classiques. C'est pas un public qui s'assoit sagement et qui attend et qui parle pas, etc. C'est un public qui réagit à moindre chose, la moindre entrée sur scène, etc. Ouais, ça y est, ça passe. C'est vraiment, il y a tout l'engouement de la festivité presque du rock, hein, du festif. Donc, on va voir ce que ça donne, parce qu'en fin de compte, ils l'ont reproduit 20 ans après. En 2019, ils ont refait le concert avec 20 ans de plus dans leurs artères. Mais c'est intéressant, parce que donc, voilà, espérons. Est-ce qu'ils le referont dans 20 ans? Nous verrons. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils l'ont refait à leurs âges
un peu plus avancé, et ils ont refait ce concert San Francisco. Et alors donc ce concert s'appelle SM dans le sens symphonique Metallica, hein, symphonie et Metallica, SM. Donc je vais vous en donner un large extrait. Voilà comment commence le concert. Et vous allez me dire, vous allez reconnaître tout de suite la première pièce, parce que ce n'est pas une pièce de Metallica. Le concert commence avec une pièce qui n'est pas de Metallica. Alors, écoutons. Michael Kamen, l'arrangeur et chef d'orchestre. Vous n'avez pas la même ambiance hein, chez les classiques. Hein. Voilà, là, il met un casque, ça sera après pour connecter avec le son du groupe rock pour que tout soit en place. Voilà, vous connaissez, hein. Voilà. Alors je l'arrête là, on va faire la suite. Hein. Vous voyez, le guitariste de Metallica est rentré hein, sur la fin de cette ouverture. En fin de compte, c'est une ouverture chez Metallica. À chaque fois, dans tous leurs concerts, depuis pas mal d'années, ils sont tombés amoureux de cette musique-là. Notamment le chanteur, le guitariste, etc., sont tombés vraiment amoureux de cette musique de Ennio Morricone, qui est dans quel film d'ailleurs, cette musique-là ? C'est Le Bon, la Brute et le Truand. Et oui, donc vous voyez que ça ramène à loin. Et c'est ce passage qui s'appelle The Ecstasy of Gold, donc l'extase de l'or, dans lequel vous avez ce personnage qui court dans le cimetière en cherchant où la tombe dans laquelle est planqué le magot, quoi, où sont planqués les dollars. C'est assez particulier parce qu'on entend, je l'avais dit dans la conférence d'ailleurs, on croirait une musique presque, je dirais, héroïque, où on pourrait avoir vous savez, une chevauchée qui arrive pour sauver une ville en difficulté, etc. En fin de compte, c'est un type tout seul qui court dans un cimetière, et vous avez cette musique-là qui porte une dimension absolument héroïque et grandiose, en fin de compte. Et alors, donc, c'est tombé dans les oreilles de Metallica, et depuis, à chaque concert, il y a leur musique, alors soit elle est diffusée, soit, bon, là, pour le coup, elle est jouée, forcément, hein, et donc, c'est leur ouverture. Voilà, Metallica sont toujours donc présentés par The Ecstasy of Gold de Morricone. Donc une fois qu'on a ça,
bien entendu, on commence, et là, vous voyez tout de suite donc, le rapport entre vous allez voir que les arrangements de l'orchestre ne sont pas les notes forcément de Metallica. Metallica, eux, ils jouent leur propre musique, et le chef d'orchestre, lui, a travaillé sur un enrobage symphonique. C'est-à-dire que c'est pas je joue les mêmes notes pour que ce soit comment dire, un peu plus gros au niveau du son, mais bel et bien, je fais de réels arrangements avec des contre-chants, des harmonies relativement recherchées, etc. Et une sonorité orchestrale aussi qui accompagne réellement Metallica. Donc, regardez aussi la théâtralité. Et là, il y a un côté aussi mise en scène qui vient un peu de cette idée de l'opéra. Donc, le guitariste est rentré sur scène sur la fin de la pièce d'Ennio Morricone. Il va attaquer tout seul. Puis vont arriver le bassiste et le batteur pour continuer. Donc, la première chanson qui est The Call of Cthulhu. Donc je rappelle l'appel de Cthulhu. Cthulhu, vous savez, ce sont ces personnages monstrueux qui sont issus des écrits de Howard Philip Lovecraft, qui est un des grands noms du fantastique à la fin du 19e, début 20e siècle, qui a écrit après Edgar Poe. Vous avez Lovecraft qui écrit qui ouvre le fantastique. Ce fantastique qu'on va retrouver dans l'imagerie même du heavy metal. C'est assez étonnant. Il y a plein de films qui ont inspiré, plein de films de cinéma qui ont été inspirés par Lovecraft, par les écrits de Lovecraft. Et Cthulhu, c'est ces monstres de l'ombre, c'est les choses absolument atroces là, qui surgissent de la nuit, etc., et qui font peur, quoi. Donc, nous avons tout de suite la suite. Donc le guitariste va commencer ses arpèges avec l'accompagnement orchestral, justement, assez raffiné. Voilà. Petit changement de couleur, plus dramatique. Donc ça, c'est les harmonies de Metallica. Hein. Mais en même temps, vous avez l'orchestre qui amplifie. Voilà. Le batteur arrive et le bassiste arrive. Et là, ils attaquent.
pas tout écouter, ce qui est dommage, parce que, mais vous voyez, c'est du spectacle. Hein. C'est à la fois, c'est grandiose au niveau du son. On s'aperçoit qu'au-delà du rock, mettez un orchestre symphonique, ça amplifie énormément la dimension à la fois de mémoire, la dimension historique, mais en même temps la dimension émotionnelle. C'est énorme. Les arrangements c'est pas des petits arrangements simples, hein, c'est vraiment très sophistiqué, etc. Vous avez les vidéos, vous avez les lumières, vous avez tout ce qui entoure les éléments pour créer une mise en scène spectaculaire, et ça fonctionne vraiment pleinement. Parce que la musique de Metallica est relativement sophistiquée aussi. C'est ça qui est important. Hein. C'est pas du rock'n'roll, quoi. Voilà, je veux dire. On peut mettre un orchestre symphonique du rock'n'roll, ça risque de tourner un petit peu un peu en rond. Donc là, c'est le deuxième. Donc là, il y en a pour 9 minutes là, de développement, etc. Le concert dure 2 heures. Hein. C'est 2 heures, hein, le concert, hein, comme ça. Hein. 2 heures non-stop. Hein. Et quand il termine le morceau, donc ce premier morceau, The Call of Cthulhu, il y a Master of Puppets, donc le maître des poupées, qui rentre avec le chanteur qui arrive. Alors la mise en scène va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on rentre progressivement, et au bout du premier morceau joué, il y a enfin le chanteur qui arrive, et vous allez voir que la rythmique est déjà... c'est pas une rythmique essentiellement à 4 temps, comme on peut s'attendre dans le rock, en disant oui, c'est un peu facile, il y a des cassures de mesures, etc. Il y a une certaine rapidité dans l'exécution, et donc l'orchestre suit, et c'est vraiment très très bien... c'est très bien composé, très bien arrangé. Donc on va regarder l'entrée justement du chanteur. Voilà, il arrive là. Et là, on peut penser, vu la mise en scène, etc., en fin de compte, c'est presque comme une forme d'opéra. En soi, c'est-à-dire que ce rapport entre le symphonique qui est sur scène, qui est visible avec les vidéos et les éclairages, etc., et le groupe rock qui est devant, voilà, là, on y arrive, donc ça s'enchaîne d'un coup, voilà. Le chanteur. Voilà. Bon. Etc., etc. On est très accroché, hein. On resterait longtemps en disant ouais, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. C'est vraiment c'est un événement. En soi, c'est un événement, c'est assez grandiose. Et vous avez même le public qui chante, hein, qui réagit, qui interagit, parce que le chanteur aussi, ils ont l'habitude hein, de lancer certains mots qui sont repris par le public, etc. Et vous avez donc l'expérience même, je dirais que pour les musiciens classiques, c'est assez revigorant.
d'avoir une sorte d'expérience comme ça face à un public qui est vraiment très vivant, très réactif face à une musique quand même qui est très sophistiquée. Vous avez remarqué que dans la rythmique, 2 mesures à 4 temps, une mesure à 3. Faut s'accrocher avec une rythmique assez particulière, avec des formes de, on appelle ça des syncopes en musique. Vous avez 2 mesures à 4 temps et une syncope sur une mesure à 3 temps, par exemple. Bon, tout ça, c'est hyper cadré, quoi. C'est pas si simple que ça. Alors, je vous fais écouter Master of Puppets, justement, of Puppets dans ce sens-là, parce que, parallèlement à cette idée donc de pourquoi pas croiser le heavy metal et le symphonique, il est certain qu'il y a aussi un renversement de situation, c'est qu'il y a des musiciens qui viennent du classique, ou qui ont fait des études classiques, et qui se sont posé la question à l'envers en disant « Et pourquoi on ne pourrait pas jouer des musiques actuelles avec nos propres instruments classiques ?» Un renversement de situation, puisque si le rock se permet d'aller chercher dans l'histoire des éléments pour pouvoir, disons, transposer, se réapproprier, garder une certaine originalité de comportement, et voire même se trouver des idées, c'est certain, il est certain que de notre côté, les classiques qui ont, eux, tout un répertoire absolu se disent ça serait peut-être bien de regarder autrement et de renouveler notre façon d'être avec nos instruments classiques. Alors, bien entendu, je fais un lien. Vous allez écouter ce Master of Puppets, enfin du moins le début, par un ensemble donc, de violoncelles qui s'est monté et qui s'est créé en 1993, soit 12 ans après les débuts de Metallica. Donc 1993, un groupe donc de 4 violoncellistes finlandais qui se nomme, par rapport à Metallica, Apocalyptica. Ils ont eu un succès extraordinaire parce qu'en fin de compte, la base est qu'ils ont repris la plupart des chansons de Metallica en violoncelle et en se comportant, bien entendu, comme des rockers sur scène. C'est ça l'intérêt. Donc vous allez voir le même morceau avec les mêmes mesures, etc. Alors, est-ce que je l'ai là? Je pense que oui. Tchac. Non, je ne l'ai pas. Alors, on va aller sur Apocalyptica. Apocalyptica. Et on va prendre le même passage, Master of Puppets, en live. Ça, vous voyez sur scène le comportement de ces violoncellistes qui ressemblent à un groupe rock, en fin de compte. C'est vraiment aussi... Et donc, ils reprennent note à note les mêmes rythmiques, etc., sauf que c'est vraiment arrangé pour des instruments à cordes donc, classiques. Et puis, on voit qu'ils savent jouer quand même. C'est des gens qui ont fait de vraies études de conservatoire et qui ont eu cette idée absolument géniale. Ils se sont accoquinés d'une batterie, bien entendu.
Il a 3 temps. Bon. Etc., etc. Vous voyez que l'instrument classique n'est plus en reste là, hein. Là, il se rééquilibre d'un coup. On a un jeu absolument spectaculaire parce que bon, tout ça c'est très 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 travaillé, hein, pour avoir un son aussi précis, une rythmique aussi précise et une interaction parce qu'ils ne chantent pas. Vous avez remarqué, ils font semblant, mais ils font chanter le public. Donc il y a une interaction encore plus forte, hein, mais il y a la même, comment dire, force de mise en scène qu'avec ce qu'on a écouté précédemment avec le San Francisco Symphony Orchestra et Metallica. C'est quand même assez puissant. Alors, bien entendu, ils peuvent jouer plus doux. Il y a un une très belle chanson de Metallica qui s'appelle Nothing Else Matters, donc jouée par Apocalyptica. Je vous la fais écouter. C'est Nothing Else Matter, voilà. Voilà, éventuellement avec la vidéo, officielle vidéo. Et vous allez voir que ça peut être, c'est aussi, alors, moins les effets heavy metal, c'est plus mélodique, mais vous voyez la force et l'expressivité du violoncelle à travers ces musiques-là. C'est vraiment, c'est un coup de génie parce qu'en fin de compte, ils ont tourné dans le monde entier, hein, Apocalyptica, et continuent. Ils font des créations et ils font des références maintenant à plusieurs groupes de heavy metal, mais tout est dans ce sens-là, en fin de compte, hein. Ils ont créé leur étiquette. Bon, etc., etc. C'est vraiment, voilà, c'est très expressif, c'est très beau, c'est des harmonies qui sont plus proches de la musique baroque que du rock, mais en fait, c'est du Metallica aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en sonnant avec un violoncelle dans ce sens-là, on a une sorte d'intemporalité, on ne sait plus, en fin de compte, de quelle période il s'agit. Hein, on a une sorte de, bon, on les voit, c'est une vidéo, on voit avec un certain son, etc. Donc on se dit, oui, c'est quand même récent. Mais il pourrait très bien jouer une musique beaucoup plus ancienne, et en fin de compte, et que ça passerait de la même manière, parce que, vous savez, je vous ai toujours dit, mais les harmonies du baroque et les harmonies du rock se recoupent.
Vous avez des formes chez Vivaldi, etc., au niveau des harmonies qu'on peut retrouver dans le baroque, ou chez Purcell, par exemple, qu'on peut retrouver dans le rock. Et c'est vraiment... il y a des choses qui sont très peu... vous voyez, la modulation que vous entendez dans le Nothing Else Matter, hein, vous avez le tam. Quand vous avez ça... C'est des belles harmonies, mais on pourrait avoir un... Je le fais dans une version un peu plus baroque comme ça, mais les harmonies, comment dire, elles coïncident éventuellement à ces deux époques. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a un rapprochement possible à faire. Ça, c'est voilà, indéniable. Donc, vous avez donc là un exemple avec Metallica, puis Apocalyptica. Je vous donne un autre exemple, alors aussi de rapprochement entre l'idée d'un rock progressif, parce que le rock progressif, c'est déjà un rock narratif qui change de... Il y a plusieurs parties en général, plus que des couplets, des refrains, hein. On va vers beaucoup plus loin, et en incluant non seulement des instruments classiques, vous allez le voir, je vais vous donner un exemple sur scène, mais en incluant aussi une musique classique à l'intérieur de leur rock progressif. Alors, je parle de qui ? Je parle d'un groupe qui est né en 1900, justement, juste après Apocalyptica, en 1994, un groupe anglais qui s'appelle Muse. Muse, M-U-S-E, qui font une carrière plus qu'internationale. Hein. Alors, Muse, alors, je vais vous montrer Muse. Sur une pièce qui s'appelle United States of Eurasia, donc les États-Unis d'Eurasie. Voilà, en public. Alors, je vous montre le point de départ, parce qu'ils ne le font pas en entier, là, hein, sur scène. Mais c'est important de voir à quoi ça va ressembler, parce que vous avez tout de suite un orchestre aussi de cordes qui accompagne et qui donne une sensualité à l'harmonie. Mais écoutez bien cette harmonie dès le départ du chanteur, qui joue au piano. Écoutez ces harmonies. Hein. Et l'orchestre derrière. Une harmonie riche. Voilà. Bien. Ça, c'était pour vous montrer l'orchestre qui va, justement, qui enrobe l'harmonie, hein, qui vous donne tout d'un coup une profondeur qu'on n'a pas qu'avec des instruments électriques. On a cette idée de l'espace sonore qui enrobe le son électrique par les cordes, enfin, bon, il y a tout un jeu donc d'équilibre, d'amplification, il y a des micros, mais ceci dit, ça vous donne tout de suite une sensualité différente, hein, d'avoir des cordes classiques, etc., etc. Alors je vous fais écouter la version studio parce que celle-là, elle est complète, et vous allez voir, donc par rapport à la notion d'opéra rock, c'est non seulement il y a les cordes, vous allez entendre les cordes, vous allez retrouver les mêmes harmonies au départ par le chanteur, le pianiste et tout ça. Il y a même des allusions à un moment quand il y a les chœurs qui rentrent, des allusions à ce que nous avons écouté la dernière fois, notamment de Bohemian Rhapsody du groupe Queen, le passage notamment où il cite presque quelque chose qui vient de l'opéra.
hein, les chœurs hein, qui viennent se greffer, etc. Là, il y a tout ça. Après, vous avez une autre partie qui est beaucoup plus orientale, à partir de la même tonalité, enfin de la même tonique de mi bémol. Il passe sur un effet oriental, et ça finit sur encore autre chose, et ça va être la surprise. Vous allez écouter. Voilà. Alors merci, on reprend. Écoutez ces harmonies très belles. Là, il y a à côté Queen, là. Hey. Un petit côté boléro aussi, là. Et là, Chopin. Alors les cordes reviennent.
euh, là, vous avez toute une histoire qui se raconte, hein. Et puis c'est vaste, ça couvre 2 siècles. L'avion de chasse qui passe à la fin, etc. Toutes ces tensions, cette idée de... c'est une pièce quand même plutôt politique, n'est-ce pas, plutôt assez marquée politiquement, sur l'idée du mensonge, sur l'idée d'énormément de choses, et sur l'Eurasie, l'Europe et l'Asie comme un énorme continent, donc les États-Unis d'Eurasie, en racontant en même temps, donc il y a une chanson, il y a des paroles, il y a un passage donc oriental, mais qui pourrait croiser le boléro de Ravel, hein, vous l'avez vu, il y a un moment, c'est très boléro de Ravel, mais avec une gamme orientale. Et puis, vous avez ce nocturne de Chopin en mi bémol, qui est joué par le pianiste, hein, lui-même. C'est un pianiste qui a fait des études classiques réelles, hein. Et pour aussi montrer qu'il y a toute une recherche quand même globale sur la structure musicale, c'est que, vous voyez, Chopin, le nocturne, c'est vraiment... etc., etc. Mais ce départ, ces harmonies que vous avez entendues de Chopin, ça, hein, c'est les harmonies, dès le départ, que le chanteur joue en introduisant le morceau, c'est-à-dire... Les harmonies de Chopin qui sont reprises sur le début de la chanson, en fin de compte. Et c'est là où vous avez une unité, une recherche vraiment très précise. Et le pianiste du groupe, qui est très connu pour jouer des choses assez sophistiquées au piano, non seulement joue Chopin, mais il a des tas d'influences, en fin de compte, selon les morceaux, etc. Il fait des références, par exemple, à Rachmaninoff. Il adore Rachmaninoff, il adore des gens comme ça. Et vous avez chez Muse ce côté, cet enjambement qu'il y a entre le rock en introduisant même le jeu ou une imitation du jeu des classiques, des romantiques. Et ça, c'est assez important parce que ça crée une nouvelle aussi, une sonorité assez inouïe. Et en même temps, c'est lié aussi à notre histoire. On est à la fin du XXe siècle. Forcément, il fallait que les choses se combinent. Il fallait que les cultures se combinent entre elles. Et donc Muse est un des groupes comme ça qui introduit comme ça l'idée du jeu classique quelque part. Ce n'est pas que des accords, mais c'est un jeu réellement classique qui soit cite, comme vous l'avez dans cette pièce-là, cite Chopin, soit imite certains accompagnements, Rachmaninoff, etc. Je vais vous montrer le pianiste. Je vais juste vous montrer. Je vais mettre Muse et Rachmaninoff. Il va y avoir certainement une Rachmaninoff, donc Space Dementia. Voilà, on va voir s'il joue réellement quelque chose qui fait penser à, ou s'il imite. Nous allons voir. Allez, il joue là, hein.
Bon, alors, ouais, les allusions, là il y a une allusion très très claire au concerto pour piano de Rachmaninov par exemple, hein, toute l'introduction, les harmonies, la façon de jouer, etc. Et même quand il attaque réellement son rythme, ça fait penser au troisième concerto, Rachmaninov, etc. Il y a toute une technique référentielle. En tout cas, et ça se voit, il joue, hein, c'est pas que des accords juste plaqués, c'est vraiment une technique de piano. Et tout ça, voilà, c'est ce qui fait la personnalité, en tout cas, du groupe Muse. Euh, et là, ce que vous avez écouté donc de United States of Eurasia, c'est un titre qui date de 2009. Hein, c'est assez récent. Mais voilà, ils ont cette attitude-là et la personnalité du chanteur-pianiste est tout à fait justement significative de l'aura du groupe. Alors, à partir du moment où vous avez justement des instruments classiques qui commencent à se mettre aussi au service d'autres choses, eh bien, je vais vous donner un exemple d'un quatuor à cordes. Alors, quand vous dites quatuor à cordes, vous dites oui, quatuor à cordes, Haydn, le père du quatuor à cordes, 18e siècle, hein, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, etc. Donc tous les classiques, les romantiques, Debussy, Ravel, Fauré, Schoenberg, Bartók, etc. Donc la quintessence de l'histoire de la musique a réellement ressenti, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un orchestre, on n'est pas dans la profusion, on est dans l'intime et on est dans l'équilibre fondamental du quatuor à cordes qui est un instrument multiplié par 4. Hein. Ça va du grave vers l'aigu, un violoncelle, un alto, deux violons, mais c'est quasiment la même chose. Donc il faut avoir des choses à dire pour écrire un quatuor à cordes sans tomber dans la mièvrerie. Il y a quand même beaucoup d'idées à développer, et c'est pour ça que autant Haydn en a écrit plus de 80, autant Mozart en a écrit 25, autant Beethoven en a écrit 16, autant Schubert en a écrit 15, Mendelssohn à peu près, je crois que c'est 15 aussi, Schumann en a écrit encore moins, je crois 4. Je ne sais plus sur Schumann, je vous le redirai. Mais Debussy 1, Ravel 1, Fauré 1, Bartók 6, etc. C'est-à-dire plus on avance, moins il y a de quatuors à cordes, parce qu'il faut renouveler aussi musicalement parlant, et donc c'est pas forcément évident. En 1960, je crois que c'est 76, je vérifie des fois, si j'ai pas de... Non, c'est 73, en 1973, aux États-Unis, bon, va être créé un quatuor à cordes qui va s'appeler le Kronos Quartet. Kronos avec un K. K-R-O-N-O-S, le Kronos Quartet. Donc c'est un quatuor à cordes vraiment classique de jeunes musiciens qui sont issus donc des conservatoires aux États-Unis, enfin des conservatoires, des universités musicales, enfin des écoles de musique américaines, et qui décident d'ouvrir le quatuor à cordes à d'autres choses que la référence aux classiques romantiques, etc. Et pour leur début, ils vont se référer au XXe siècle, mais dans toute la largeur du XXe siècle. C'est-à-dire, ils vont se dire, ben, on peut jouer du Bartók, XXe siècle, on peut jouer du Philip Glass, musique répétitive américaine, ce que bien entendu les quatuors occidentaux de notre Europe, de notre vieille Europe ne font pas à cette époque-là, c'est-à-dire en 73, on peut jouer Philip Glass, etc., mais aussi on peut jouer Jimi Hendrix. Et donc ils vont demander à des arrangeurs, voilà, vous pouvez nous faire un arrangement sur, par exemple, le Purple Haze de Jimi Hendrix. Et voilà, leur premier album, on regarde ça comme si c'était une pochette rock, quoi, en fin de compte. Voilà un quatuor à cordes qui ne se présente pas d'une manière classique. Ça se voit tout de suite. Et vous allez écouter le Purple Haze donc, de Jimi Hendrix, en essayant de retrouver un peu les sonorités de distorsion de la guitare électrique, etc. Voilà ce que ça donne. Le Kronos Quartet joue Jimi Hendrix.
Voilà. Etc. Donc sur le même album, vous avez du Glass, du Nan Caro, alors compositeur contemporain, Glass, compositeur donc répétitif, vous avez du Jimi Hendrix et tout ça, et sur les albums suivants, bah, ils vont mélanger de plus en plus les éléments du XXe siècle, et c'est David Harrington, celui-là, qui est le fondateur de ce Kronos Quartet, c'est le premier violon, qui est toujours d'ailleurs opérationnel, hein, puisque le Kronos Quartet vient de fêter à la Philharmonie de Paris leurs 50 ans d'existence, ce qui n'est pas peu, hein, ils tournent depuis, ils ont créé des centaines, ils ont ouvert en fait contre le propos, au-delà du XXe siècle, ils ont ouvert le propos sur toutes les géographies. Ils ont commandé des quatuors à cordes à des musiciens africains, à des musiciens, à des compositeurs d'Extrême-Orient, à des compositeurs d'Europe du Nord, de partout, dans tous les sens, etc. Et ils ont mélangé même certaines... de la musique cubaine, avec de l'électro. Enfin, ils ont ouvert le propos sur un renouveau du quatuor à cordes. Ça, c'est vraiment assez incontournable, parce que le Kronos Quartet commence depuis quelques années à influencer des quatuors à cordes européens. Il y a des quatuors comme le Eben Quartet, je ne sais pas si vous avez vu le quatuor Eben en France, qui est un quatuor français, qui commence à jouer des bossa nova, qui commence à avoir des pieds sur d'autres, mettre en fin de compte, rentrer sur des terrains qui ne sont pas le quatuor à cordes de répertoire classique et historique. Donc c'est assez important. Le Kronos Quartet donc, va non seulement ouvrir le terrain sur le XXe, le XXIe siècle, là ils viennent de sortir un album sur Moondog. Moondog, qui est ce musicien autodidacte américain qui était sur la 6e avenue de New York, enfin qui n'est pas né à New York au départ, qui a fini sa vie en Allemagne d'ailleurs. Les 20 dernières années de sa vie, il l'a fini en Allemagne, mais il était connu, c'était un musicien qui était aveugle, quasiment aveugle, et qui composait plein de choses, et qui récitait de la poésie dans la rue, en 6e avenue, habillé en viking, avec des cornes, un casque avec des cornes et une grande cape, enfin, etc. Enfin, c'était un type assez incontournable, tout le monde venait le photographier, etc. Mais ne savait pas qu'il avait composé autant de choses. Et il y a des choses qui sont très très connues de ce qu'il a fait. Moondog, eh bien, Kronos Quartet vient de sortir un disque là, qui a été enregistré en fin 2023 là, sur Moondog, avec en s'acoquinant un ensemble à New York qui s'appelle le Ghost Train Orchestra. L'orchestre du train fantôme. Ghost Train Orchestra. Il faut l'inventer, ce genre de titre. Mais donc, je disais, le Kronos Quartet s'ouvre vraiment sur toutes les musiques et vont donc lorgner aussi vers le passé. Mais pas le passé classique, romantique, etc. Le passé d'avant le classique. C'est-à-dire avant que le quatuor existe. Et donc, ils vont interpréter, bien par exemple, vous connaissez Thomas Tallis. Thomas Tallis, musicien, compositeur anglais du XVIe siècle. Il est né en 1505, enfin autour de 1505, approximativement 1505, et mort en 1585. Thomas Tallis a pris donc, ça fait partie de ces musiciens qui ont vécu le bouleversement de l'histoire de la musique, c'est-à-dire on sort du Moyen-Âge, on rentre dans la Renaissance, et la musique passe d'une certaine verticalité à une certaine horizontalité, à une certaine verticalité. C'est-à-dire on passe du contrepoint, même si le contrepoint continue à exister, à la notion d'harmonie, à la notion des accords, de verticalité. Et il est à l'origine d'une pièce, il y en a plusieurs qui ont fait ça au XVIe siècle, mais il a écrit un motet à 40 voix réelles. 40 voix. Chacune ayant sa propre ligne mélodique. Ce qui n'est pas évident. Hein. Parce que quand vous écrivez un truc déjà à 4 voix, c'est déjà pas mal en contrepoint, mais alors à 40, c'est assez énorme. Eh bien, le Kronos Quartet l'a joué, ce motet à 40 voix. Thomas Tallis, ce motet qui s'appelle Spem in Alium. On va écouter juste le début, voir, c'est vraiment très très significatif. Le son du quatuor à cordes qui joue une musique du XVIe siècle, qui est une musique vocale, hein, bien entendu, au départ. Hein. Alors, jouer au quatuor à cordes, ben, ça vous retransporte et ça vous... En fin de compte, il renouvelle la sonorité tout en transmettant une musique ancienne. C'est vraiment très intéressant. Donc, on va l'écouter. Voilà.
vraiment dans les harmonies du XVIe siècle, là. Bon, c'est un moment, c'est très beau parce qu'on est transporté là vraiment dans la musique ancienne avec un jeu. Vous voyez, ils mettent très peu il y a quasiment pas de vibrato. Ils jouent presque comme les baroques, mais en jouant comme une ligne vocale avec un son à l'état pur, c'est-à-dire non vibré. Vous voyez ce que je veux dire, hein, et ça donne. Alors bien entendu, ils se sont enregistrés plusieurs fois pour faire les 40 voix. Hein. Ils ne jouent pas ça d'un coup à 4, hein, là pour l'album. Alors c'est un album qui s'appelle Black Angels, dans lequel il y a, entre autres, ce Thomas Tallis, mais il y a aussi des compositeurs contemporains à côté. Il y a George Crumb, c'est vraiment... c'est très éclectique. Le Kronos Quartet tombe sur une ouverture assez incroyable. Et ils vont même reculer encore. C'est qu'avant le XVIe siècle, ils vont interpréter une messe, donc la messe Notre-Dame de Guillaume de Machaut, donc du XIVe siècle. Hein, Guillaume de Machaut est né autour de 1300 et il est mort autour de 1377 en France, l'école Notre-Dame. Et la messe Notre-Dame, il l'a écrite autour de 1365. Et donc le Kronos Quartet joue aussi cette messe de Notre-Dame. Alors, est-ce que je l'ai Voilà, Early Music. On va écouter un tout petit bout du Kyrie 3, qui est en réalité le Christé de la messe, me semble-t-il. Je crois. Là, on est... Voilà, etc. Ça sonne très très bien en quatuor, hein. Et ça vous donne, en fin de compte, l'état d'esprit de la musique médiévale aussi. Vous avez un contrepoint qui n'est pas basé sur une harmonie, mais bel et bien sur des rapports d'intervalle entre les notes. Hein. L'harmonie n'existe pas à cette époque-là. Donc même si ça sonne bien, c'est que les intervalles sont bien recherchés et vous avez des sonorités assez étranges, justement à des moments où vous dites oh, il y a des drôles d'accords. En fin de compte, ce ne sont pas des accords, ce sont des doubles sensibles qui sont à l'intérieur de la musique. Vous avez une sensible de la tonique et une sensible de la quinte en même temps, ce qui vous donne des drôles de cadences. Hein, je vous fais écouter une cadence dite médiévale. Si je pars de ça, c'était en fin de compte le mode dans lequel est utilisé là, ce qu'on vient d'entendre, cette musique. En fin de compte, la cadence, il y a le La, le Mi et le La. Le La d'en haut a la sensible. Le Mi a aussi sa sensible. Et puis la voix du bas va faire ce qu'il va faire. Ça donne tout de suite une drôle de dimension. On se dirait, mais c'est drôle d'accords. Mais non, ce ne sont pas des accords. C'est tout un rapport d'intervalles et de notes sensibles, justement. Donc la double sensible médiévale que vous trouvez chez Machaut, entre autres. Hein. Alors, est-ce que je peux avoir le Christé? Ah, je vous fais un petit lien.
Donc c'est pas le Kyrie 3, hein. Le Kyrie 2 non plus. Donc on va pas l'avoir le Christé, c'est pas grave. Là, s'il joue Philippe Glass, non, je vais pas l'avoir le Christé. Non, non, c'est le Christé, mais chanté par un autre. C'est un ensemble vraiment médiéval là, qui chante le Christé de Machaut. Bon, on peut l'écouter, voir juste à quoi ressemble l'ensemble médiéval. Non, c'est même pas celui-là d'ailleurs de Christé. Donc si j'enlève, je vais mettre Guillaume de Machaut, Christé, la messe, voilà. Messe Notre-Dame. Si je peux avoir le Christé, ça serait peut-être pas mal, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble en termes d'écriture. On va y arriver. Parce qu'après, je vais vous impliquer sur autre chose. 3, 2, 1. Toc, voilà. On va avoir la partition. Très bien. Et je voudrais avoir le Christé. Alors, le Christé, il est où? C'est un peu bizarre. Il paraît que c'est coupé. Ouais. On va peut-être l'écouter. Juste pour voir la ligne mélodique. Juste après. Je pense qu'on va la voir là. Voilà, on va y arriver. Alors, on reprend. Un peu après. Alors voilà la ligne mélodique. Enfin, écoutez, voilà le Christé. Voilà. Donc là, vous avez une réalité vocale, alors chantée d'une manière presque orientale, pas du tout comme l'ensemble Gilles Binchois, c'est un autre ensemble qui s'appelle Organum et qui part sur les sonorités vocales plus orientales, avec des voix beaucoup plus granuleuses et presque des effets dans la voix qui donnent aussi une possibilité que ça aurait pu être chanté comme ça à cette époque-là. Donc là, vous avez entendu ceci, et là, je vais vous faire écouter quelque chose de bien précis, que je connais bien, puisque là, c'est moi qui l'ai fait. Je suis aussi tombé dans la réflexion de dire comment je peux faire une relecture d'une pièce du passé, et j'ai monté en 1993 un ensemble qui s'appelle 2746 après Rome, parce qu'on était en 1993 et que Rome a été fondée en moins 753 avant Jésus-Christ, donc ça faisait 2746, donc ça me donnait une idée d'un autre calendrier. Déjà, un groupe d'intervention fractale pour intervenir dans les musées, dans les vernissages, dans les relectures, les improvisations, la géométrie, enfin tout ce que je voulais mettre en avant à cette époque-là, en 93, et un jour je leur amène la messe Notre-Dame de Machaut. On était donc à 8, il y avait deux percussionnistes, un percussionniste plutôt percussion africaine, un percussionniste plutôt percussion brésilienne, un batteur, un guitare électrique, un violoniste et violon électrique, un saxophoniste qui joue aussi de la flûte à bec, un accordéoniste et moi au synthétiseur. Vous voyez, comme ça, et je lui ai dit, on va faire une relecture de la messe de Machaut, et là, je vais vous faire écouter mon Christé, donc relu par ce groupe-là, puisqu'on l'a enregistré c'est sorti en 94. Ça a été mixé, on l'a enregistré à Paris et je l'ai mixé au Abbey Road Studio de Londres. Ah, c'est vraiment
très bien. J'avais une belle production avec moi. Et voilà ce que ça donne. Voilà Machaut revu dans une version Ars Nova, mais fin du XXe siècle, quoi. Voilà. Voilà le Christé de la messe de Machaut. Alors j'ai fait la messe en entier, puisque l'album existe. Hein. J'ai fait la messe en entier, en inventant des passages improvisés pour les chants grégoriens, sur des gammes qui évoluent chromatiquement. Alors là, c'est un côté beaucoup plus rock. Il y a des passages qui sont plus contemporains, ou presque New Age. Il y en a d'autres qui sont plus théâtre musical. Il y en a d'autres qui ressemblent à une petite valse de bal, de village, etc. Parce que, en fin de compte, il y a une écriture qui permet de transposer et d'élargir l'idée de messe d'une manière profane, mais avec plusieurs styles, en fin de compte, plusieurs styles qui sont entre le XIIIe siècle, nourris jusqu'à la fin du XXe siècle. Voilà. Donc j'ai ouvert le propos dans ce sens-là et fait une série donc d'arrangements aléatoires avec le groupe. Et on a travaillé 1 an pour arriver à ça. On l'a donné plusieurs fois d'ailleurs à cette époque-là en concert. Et dans des églises d'ailleurs aussi. Pas que, mais aussi dans des églises. Et ça a très bien fonctionné. Bon, le disque est sorti en 1994. Donc, ce qui prouve que, en fin de compte, dans ma réflexion même de compositeur, je suis allé aussi rechercher l'idée de comment on peut aborder une pièce ancienne sans avoir à dire, bon, on va reprendre les notes, on va reprendre les idées, etc. Mais il faut qu'il y ait une implication nouvelle. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau dans l'implication, au niveau de la forme, au niveau de la globalité, au niveau de l'approchement. Et je me suis posé la question avec Guillaume de Machaut, qui est un des grands compositeurs de l'Ars Nova du XIVe siècle, donc l'art nouveau, de me dire qu'est-ce que serait l'Ars Nova à la fin du XXe siècle. Voilà, donc de dire, il faut que j'ose, il faut que je provoque, il faut que je dérive. Et là, c'est une des pièces les plus faciles, celle-ci. Hein. Voilà. Après, il y a d'autres éléments. On en reparlera s'il le faut. Hein. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Et donc, forcément, dans la foulée de cette relecture, eh bien, il y a des musiciens classiques qui m'ont contacté. Des musiciens, donc un quintet avant, qui étaient à Lyon au départ, ils sont à Paris maintenant depuis pas mal d'années. Ils m'ont contacté par rapport à une maison de disques et tout ça. Ils m'ont dit, voilà, on aurait un projet, ça serait bien qu'on ait un quintet avant classique, donc une flûte, un hautbois, une clarinette, basson et cor. Voilà. Et on aimerait jouer du Frank Zappa. Sauf que les partitions n'existent pas, parce qu'elles sont farouchement gardées par la famille Zappa aux États-Unis. Et Frank Zappa, voilà, on a choisi un ensemble avec la maison de disques, on a choisi un ensemble de pièces. Est-ce que on a cherché de partout, même à Paris, tout ça, ils veulent pas rentrer là-dedans, parce que Zappa, c'est de la guitare électrique, de la batterie, des mises en place absolument incroyables. Et j'ai dit, moi, je veux bien le faire. Et je l'ai fait. Ils en ont fait un disque qui est sorti en 1996 et qui a été pas mal vendu, parce qu'ils continuent à jouer du Zappa en concert, même maintenant. Donc j'ai eu de très bonnes critiques américaines d'ailleurs sur ce disque, sur les transcriptions, parce que j'ai tout retranscrit à l'oreille, les pièces de Zappa, et je les ai arrangées pour quintet avant. Alors, je vous en donner un exemple, une pièce qui s'appelle Peaches and Regalia, donc une pièce assez connue de Zappa, ça veut dire pêche melba, hein, globalement, c'est ça, Peaches and Regalia. Et vous allez voir le quintet avant, parce qu'ils l'ont joué, entre autres, dans une émission sur France 2 de Jean-François Zigel, qui les a invités. Et donc, ils ont joué cette pièce, donc je voulais retrouver exprès, dire que voilà la pièce donc de Zappa. Nous écoutons Peaches in Regalia. Voilà.
Bon. Bon, etc., etc. Le thème qui revient à la fin, etc. Vous voyez que c'est pas une musique facile, déjà. Mais Zappa, bon, là, c'est des transcriptions. J'ai fait à l'heure actuelle, parce que ça a été redemandé aussi par d'autres groupes avec d'autres instruments. Ça m'a été redemandé, parce que je suis une espèce de spécialiste de la transcription des Zappa et de réadaptation. Il y a un ensemble en Belgique qui m'a joué ça il n'y a pas longtemps, 4 ou 5 pièces que j'avais faites. Ils l'ont redemandé, l'ensemble Styx en Belgique, en mélangeant de l'improvisation, des musiciens du jazz, enfin, etc. Ils ont fait des trucs. J'ai l'occasion de vous faire écouter. Peut-être je ferai un court que sur ce que j'ai fait un jour, j'en sais rien, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà, donc j'ai repris du Zappa, et je suis à peu près à 23 pièces, alors qu'il en a fait beaucoup. Mais chaque fois qu'il fait une pièce, Zappa, en fin de compte, à chaque fois qu'il la rejoue différemment. Il la rejoue avec d'autres sonorités, d'autres instruments, enfin, etc., etc. Enfin, quand il était vivant. Parce que Zappa, en fin de compte, est une entité, et on finira là-dessus pour aujourd'hui, parce que là, vous avez des instruments avant qui ont joué donc quelque chose qui viendrait du rock, mais Frank Zappa n'est pas qu'un rocker. Frank Zappa, c'est un singulier aux États-Unis, même au niveau international, puisqu'il a des fans de partout dans le monde entier. Frank Zappa est né en 1940. Et il est mort en 1993. Tiens, c'est marrant, 1993, c'est le moment où Apocalyptica a été créé, par exemple, où j'ai créé mon propre ensemble, d'ailleurs, de 1746 après Rome. Léon Zappa est mort cette année-là, donc assez jeune, hein, 53 ans, c'est vraiment très jeune. Et Zappa a fait à peu près plus de 70 albums entre 1960 et 1993. Il en faisait jusqu'à 3 par an. C'était quelqu'un qui a une profusion d'idées et qui dirigeait ses ensembles, etc. Et qui est le premier musicien, donc à partir même des années 60, à s'inspirer de la musique contemporaine du XXe siècle, du jazz, du rock and roll, et donc du rock, et éventuellement de la performance vocale. Il a fait un brassage de tout ça, et il était capable aussi bien donc d'écrire des pièces relativement difficiles, jusqu'à même écrire pour orchestre symphonique, puisque Pierre Boulez a dirigé du Frank Zappa, pour dire que, pour Pierre Boulez qui était si exigeant, bon, ceci, ça lui a fait une pub aussi à Pierre Boulez. Hein. Mais bon, Boulez était très exigeant sur l'écriture contemporaine, etc., voire même un peu des fois très maniaque sur ce qui était bon ou ce qui n'était pas bon. Mais il a dirigé, il y a tout un album de pièces de Frank Zappa, influencées donc par Schoenberg, Webern, Edgar Varèse, enfin, etc. Parce que Zappa, en fin de compte, est né dans son adolescence, est né avec la musique contemporaine. Le premier disque qu'il ramène à la maison avec l'argent qu'il gagnait l'été, son argent de poche, etc. Il ramène le premier disque à la maison, il doit avoir 13 ans. Il ramène un disque, c'était le volume 1 des œuvres d'Edgar Varèse. Et il met ça à la maison, bien sûr les parents lui disent qu'est-ce que c'est ce truc, c'est pas possible. Donc il écoute ça dans sa chambre et tout ça, et il va être influencé par tout ça, parce qu'il va écrire, même dans ses années de lycée, il commence à écrire de la musique vraiment classique, contemporaine. Puis il va se mettre un peu à la batterie, puis ça va être la guitare, son instrument de prédilection. Puis il va monter son groupe, The Mothers of Invention, les mères de l'invention. Et il va développer de plus en plus de complexité, jusqu'à après signer qu'en son nom, parce qu'il va falloir qu'il se trouve des musiciens qui soient à la hauteur de son écriture. Et donc c'est un peu comme Miles Davis, il va trouver énormément de jeunes musiciens, etc., qui vont être compétents et qui vont réagir à ce qu'il fait, et il va être un découvreur de nouveaux musiciens, comme Miles Davis l'a fait dans le jazz. Zappa le fera dans ce milieu, je vais dire rock, mais alors rock en expansion totale, entre le contemporain, le rock, etc., pour dire qu'il a une esthétique réellement ouverte et voire imprévisible, parce qu'il mélange tout. Je vais vous montrer, pour terminer, qui peut être assez significatif, un spectacle. Alors c'est là où on rejoint presque l'idée du contemporain, de la pièce contemporaine, la pièce ou de l'opéra presque, puisque là, je vais vous montrer un exemple de Frank Zappa, avec, alors peut-être pas l'ensemble moderne tout de suite. Oui, The Yellow Shark. Non, je voudrais avoir l'autre avant. Ah, voilà, c'est ça. The Yellow Shark.
Vous allez voir, sur une musique relativement étonnante, donc ça s'est filmé à l'époque, hein, vous avez 2 danseurs, comme s'il y avait un ballet à l'intérieur, qui viennent danser avec la dynamique qui est propre à cette musique-là. Et c'est Zappa qui dirige donc cet ensemble avec The Yellow Shark Dance. Voilà, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas une musique facile, hein. C'est très sophistiqué, c'est très écrit, mais ça peut être encore plus contemporain chez lui. Mais là, il dirige un ensemble. Hein. Yellow Shark Dance, c'était un projet bien précis, avec ces danseurs assez exceptionnels. C'est un duo canadien qui est avec une énergie assez incroyable. Ils nous ont fatigués rien que de les avoir vus. Ça, c'est certain. Mais voilà, par exemple, quand il est joué par un autre ensemble qui s'appelle The Modern Ensemble, ben, il est peut-être là d'ailleurs. Oui. Peut-être là. Voilà.
Bon. Etc., etc. Alors c'est fou de le voir là, parce que vous voyez, c'est un an avant sa mort, là. Il dirige cet ensemble, l'année d'après, il est mort. Hein. Vous voyez, la musique sophistiquée avec des instruments d'orchestre, etc., donc avec l'ensemble moderne d'Allemagne, c'est vraiment très puissant. Et on finira peut-être par un Zappa sur scène. Je vais vous faire un... Il fait des citations très souvent. Il va citer par exemple Stravinsky dans ses solos de guitare. Enfin, il est complètement. Alors, je vais mettre Stravinsky. Frank Zappa, Stravinsky. Je dirais à quel moment il. Bon, par exemple, dans les solos de guitare, dans ses solos à lui, voilà ce que ça peut donner quand il cite par exemple le début du Sacre du Printemps. Mais ça, chez lui, c'est très courant, hein, ce genre de choses qu'il fait à tous les coins de rue. Hein. Il a une science et en même temps, il est complètement autodidacte en musique. Hein. Voilà, ça, c'est sa musique avec le groupe rock. Voilà. Bon, etc. Ah, vous avez remarqué le début du Sacre du Printemps, vous l'avez repéré ou pas? C'est le basson tout seul qui commence et qui fait cette mélodie-là. Do. Voilà, ça commence comme ça, le Sacre du Printemps. Et ouais, il le cite en guitare, etc., par rapport à une rythmique qui n'a rien à voir en plus, parce qu'il travaille sur des polyrythmiques. Vous avez l'accord de guitare par rapport à la rythmique de batterie, était complètement en décalage. Je demande, ouais, il est dans une autre mesure. Vous voyez, tout est très sophistiqué chez Zappa. On peut dire que là, ça dépasse le concept album pour aller vers quelque chose. Alors, Zappa appelait ça un conceptual continuity, c'est-à-dire une continuité conceptuelle. Il reprenait d'un album à l'autre des personnages, des éléments, des idées, etc., qui continuaient sur plusieurs albums. C'est au-delà du concept album. Hein. Il appelait ça aussi ce rapprochement qu'il y a entre project-object, c'est-à-dire voilà, entre le projet et l'objet. C'est vraiment quelqu'un qui est un penseur quand même de la musique et qu'on ne peut pas qualifier que de rocker. Hein. Ce serait presque insultant par rapport à sa capacité à lui d'écrire. Je vais vous montrer, juste pour terminer peut-être, un exemple d'une écriture encore plus sophistiquée. Alors on a Peaches and Regalia, mais on l'a entendu au quintet avant, donc c'est peut-être pas forcément... Est-ce qu'il a fait des musiques de films? Alors il a fait des films. Ah, des films lui-même. Il a fait des films lui-même. Peut-être que je vous en reparle la semaine prochaine, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Frank Zappa qu'il faut peut-être... je vais vous faire écouter quelque chose qui s'appelle... Music for, ça va être marqué, for low budget orchestra. Parce qu'en plus, non seulement il a de l'humour, il a de la provocation, mais il provoque tellement aux États-Unis sur l'enseignement, sur la religion, sur la politique aussi, sur l'armée. Il va faire des tas de trucs. Il aura des procès de partout. Et il sortira un album vers la fin qui s'appellera Have I Offended Someone? Est-ce que j'ai offensé quelqu'un? Il reprend toutes les pièces qu'il a fait, qu'il a eu des... Non, c'est tout ça, c'est Zappa, quoi. Hein. Alors, for low budget orchestra, voilà, vous écoutez rien que la musique, déjà, c'est très... c'est vraiment... alors, regardez l'écriture, hein, là, ça, c'est complètement fou. Vous allez voir, en plus, on a un petit bout de partition, c'est pas plus mal. Non, mais c'est carrément... Ah ouais, ignorer, c'est bon, c'est pas plus mal. Ça, c'est bien. Ah ouais, mais c'est orchestré, là. Voilà, vous avez l'écriture, en tout cas.
Bon, je vais vous faire écouter la version vraiment de Zappa, parce que là c'est une version qui est réorchestrée, mais ceci dit, vous avez vu l'écriture, hein, c'est très complexe. Voilà, le Low Budget Orchestra, c'est un orchestre à petit budget. Voilà, ça c'est la... Bon, enfin, etc., etc. Vous voyez la complexité
la pensée de Zappa, qui est une pensée donc, qui découle en fin de compte de toute cette histoire de la relation au rock et à la possibilité donc de créer en tout cas des narrations à l'intérieur de la musique, donc des concept albums, l'idée d'opéra rock, etc. Et Zappa a mis toutes les musiques du XXe siècle dans sa propre pratique, en mélangeant même que ce soit son groupe rock, il mélangeait des musiciens de jazz, etc., avec des musiciens relativement, faut quand même s'accrocher quand vous jouez du Zappa. Il leur faisait la plupart du temps jouer tout par cœur. On se demande comment les musiciens pouvaient le faire. Il changeait des fois l'ordre, dans les concerts, l'ordre des morceaux au dernier moment, ou il leur indiquait des choses, parce qu'il avait des gestes dans cette direction, et tous les musiciens étaient vraiment, avaient les yeux rivés sur lui, et il avait des gestes pour dire, ça on va le faire en version heavy metal, ou ça on va le faire en version reggae. Par exemple, c'était comme ça. Alors, il avait un geste, c'était soit il faisait comme ça, alors ça veut dire reggae, soit il faisait comme ça veut dire version ska, soit il avait un geste un peu plus comme ça, c'était version heavy metal, enfin voilà, etc., etc. Et donc, les musiciens s'adaptaient vraiment des fois en temps réel pour changer la couleur de la composition même. C'était pas évident de travailler avec lui, hein, pour dire. Mais tous ceux qui ont travaillé avec lui sont devenus des George Duke, les Terry Bozzio, etc., sont devenus des musiciens qui ont fait carrière après d'une manière assez extraordinaire. Donc pour dire que voilà, Frank Zappa, c'est un peu en fin de compte le résultat de tout ça, c'est-à-dire c'est une synthèse du XXe siècle et en même temps entre l'idée de l'improvisation, du rock, de la performance et l'idée de l'écriture classique, en fin de compte contemporaine, vous avez un amalgame qui fait que, alors là, on trouve du côté synthétique quelque chose qui était abordé simplement par les autres groupes en disant on fait un peu de classique là, on fait une relecture de telle pièce là, etc., etc. Lui, Zappa, il met tout ça dans l'idée d'une action beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus globale, en tout cas, mais avec une précision et une inventivité assez extraordinaire. On connaît un petit peu la musique de Zappa, et c'est comme ça qu'il a fait plusieurs films. D'ailleurs, il a fait, sur The Yellow Shark par exemple, il a fait un film, il a produit un film, et un de ses premiers films s'appelle 200 Motels, donc 200 Motels, dans lequel il avait déjà des idées, c'était dans les années 70, fin des années 70, il avait déjà des idées de mélanger l'image, le dessin animé, et puis le montage, vous savez, image par image, avec des personnages ou des pâtes à modeler qui se transforment. Voilà, des éléments comme ça, où tout était mélangé, des moments de reportage, des moments de fiction, etc. Et il raconte avec ses propres musiciens ou avec des gens qui l'embauchent pour ça. Et là, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il a quand même une vision, je vais dire, artistique très contemporaine, très nouvelle dans le cadre de la musique dite populaire. On ne peut pas dire que Zappa est très populaire, mais on ne peut pas parler de musique populaire. Parce qu'elle est compliquée à écouter, compliquée à suivre, etc. Mais bon, il suffit de l'écouter. Et peut-être que la prochaine fois, je commencerai en faisant une relation entre cette œuvre d'Edgar Varèse qu'il a écoutée quand il avait 13-14 ans, qui s'appelle Ionisation, qui est la première pièce dans l'histoire de la musique pour percussionnistes. C'est-à-dire qu'il y a 13 percussionnistes, c'est tout. Il n'y a pas d'instrument avant, il n'y a pas de cordes, il n'y a que des percussionnistes. Donc cette pièce-là, et qui l'a certainement influencé sur une pièce qu'il a écrite après, un peu plus tard, dans les années 80, qui s'appelle Black Page, donc une page noire, qui est pour batterie seule, donc que Terry Bozzio a créé pour batterie seule, et qu'il a ensuite orchestré, c'est-à-dire que Zappa a après orchestré cette pièce pour batterie seule, pour en faire une ligne mélodique et un rapport avec plusieurs instruments. Chose que j'ai transcrite aussi, parce que cette musique que vous avez écoutée, il y a 20 ans, je l'ai transcrite. Il y a 20 ans, je n'avais pas Internet, je n'avais pas vu qu'il y avait une petite partition qui passait, mais qui n'était pas exactement écrite comme... moi, j'ai transcrit cette musique-là, celle que vous venez d'écouter. On passe un certain temps. Parce que quand vous dites c'est fini, ça continue et ça change. C'est-à-dire qu'il y en a pour... là, c'est une musique qui dure... Il y a 7 minutes 35 et dans des fois quelques secondes, il se passe plein de trucs. Parce que tout ce que vous entendez avec la batterie qui suit exactement le même rythme par rapport à telle phrase, vous dites non, il n'y a aucune forme d'improvisation quasiment.
Tout est écrit. Eh bien bonjour, hein. Bonjour pour réaliser tout ça. C'est ce qui fait que Zappa a été reconnu comme... vraiment, il y a des fans de Zappa dans le monde entier, des clubs Zappa, enfin, etc. Et que Zappa est reconnu comme une espèce de génie incontournable, mais assez insaisissable aussi, parce que bon, il a osé transgresser tous les codes, en fin de compte, en les mélangeant, mais avec une assurance d'écriture en plus. Hein. C'est rare quand dans le rock, quelqu'un écrit de la musique. On écrit les chansons, on écrit les textes, etc. Puis après, on joue. On travaille sur le son. Mais lui, il écrit. Donc il arrive avec des partitions, quoi. Et il sait ce qu'il fait, quoi. Ah non, c'est assez impressionnant. Donc voilà, pour un peu ce parcours, je reprendrai la prochaine fois, je repartirai sur Zappa. Je vous donnerai un petit extrait de 200 Motels aussi, où vous voyez un peu l'éclectisme de sa production. Et on commencera une série de cours sur l'électroacoustique et sur la musique électro, en fin de compte, des origines à nos jours. Voilà comment la musique électro est née. C'est-à-dire, quand je dis électro, c'est-à-dire sans aucun instrument. Hein, voilà. Et comment elle a évolué, comment elle est passée aussi, d'une certaine manière, que Zappa aussi a utilisé aussi à un certain moment. Hein. Il a mélangé aussi l'électroacoustique dans les années, la fin des années 80, justement, et commençait à mélanger l'électroacoustique, la composition, les éléments. Et il y a vraiment... Alors après, je vous conseille... tous les albums sont intéressants à écouter chez Zappa. Alors, il y en a, quand je vous dis à la base, il doit y en avoir au moins 90, dont certains sont un peu en underground comme ça, mais il y en a 60 à 70 qui sont réellement produits. Et tous les albums ont été produits par lui-même. C'est lui-même qui produisait ces albums. Comme ça, il était maître chez lui. Oui, c'est important. Donc maître, libre. Et pour terminer, la famille Zappa a donc une sorte de bunker, une cave assez énorme, dans laquelle il y a toutes les archives répertoriées, jour par jour, quasiment les interviews, les machins, il y a tout, les partitions, les enregistrements qui ont été abandonnés, ceux qui ont été repris, etc. Ils ont tout. Et ça, il y a des centaines de mètres comme ça, avec toutes les archives de Zappa qu'il conserve très très farouchement d'ailleurs. C'est pas évident quand on a un type comme ça qui a produit autant d'éléments. Et j'ai eu la chance d'assister à sa dernière tournée internationale parce qu'il est passé, j'habitais ici à cette époque-là, et il est passé aux arènes de Fréjus je crois que c'était 80, je sais plus si c'était 89, je crois, 89, me semble-t-il. Et j'ai assisté à un concert Zappa, c'est-à-dire 2h30 de musique non-stop, mais non-stop, même pas un arrêt. Il y avait un accord final, paf, la musique d'après continuait, tout ça. Et vous avez des musiciens qui travaillaient, alors des métallophones, des marimbas, des guitares électriques, des batteries, des cuivres, etc. Et il y a des fois des solos qui étaient écrits de manière sérielle, donc dans le sérialisme vraiment de Schoenberg, de Webern, etc. Des solos exactement ensemble, avec une mise en place assez extraordinaire. Et les musiciens jouaient ça par cœur. C'est étonnant. Voilà, et franchement, vous sortez de là, vous avez entendu. C'est le nombre d'instruments qu'il a utilisés. Ah ouais. Parce que c'est une variété incroyable. Ouais. Il n'a jamais hésité un instant. Il a pris des instruments qu'on entend des fois très rarement. Ouais. Ah oui, c'est ça. Pour tout dire, moi c'est Frank Zappa qui m'a donné envie de jouer du tuba. Mais vraiment. C'est vrai, c'est super. Parce que j'adorais ce qu'il faisait au tuba, notamment dans le rock. Je trouvais que c'était une utilisation du tuba qu'on ne trouvait pas, quoi. Ouais. Voilà. Ah bah, t'en dire. Ouais. Bon, une aparté, mais... Non, mais c'est important. C'est important, parce que c'est, tu vois, grâce à Zappa, on a vu avec l'ensemble moderne, qui joue d'autres musiques, l'ensemble moderne ne joue pas que du Zappa,
Mais quand il joue Zappa, il va dire, bah oui, le nombre d'instruments, l'éclectisme des instruments, Super riche. c'est très riche. Et vous passez d'une sonorité à l'autre en l'espace de quelques secondes, très souvent. Hein. Il est très plastique, Zappa, dans sa musique. Hein. Il change d'un coup, il a énormément de couleurs possibles. Et alors après, dans l'inventivité rythmique, les superpositions, la polyrythmie qu'il peut faire, qui peut être très très compliquée à des moments, hein, il n'hésite pas. Hein. Vous avez des mesures je sais pas, à 21,8 ou à 16,32 ou des choses comme ça. Vous avez des mesures, vous avez 4 noirs suivis de 3 doubles croches. Donc d'une mesure à 4 temps suivie d'une mesure à 3,16. C'est très très contemporain comme effet. Hein. Tout est possible chez lui. Hein. Donc en couleur, en idée, en mélodie, en style, il se rapproche des choses, tout d'un coup vous avez un truc complètement rock qui peut sortir de quelque chose qui est complètement contemporain et tout peut se superposer. Et quand il fait venir les performances vocales, c'est-à-dire des types qui racontent, qui parlent en direct et tout ça, on a des accompagnements des fois qui sont assez étranges. Il peut raconter, il peut faire une sorte de théâtre musical aussi. Tout est possible. Allez, je vous en fais écouter un petit bout. Et après, on s'arrête. Il faudrait le jouer au conservatoire, non? Zappa, il a été joué, il y a de temps en temps, il y a une pièce qui sort des musiques actuelles. Une pièce de temps en temps, mais ce n'est pas les plus difficiles, parce que pour jouer ça, je dirais, le deuxième cycle, déjà, il travaille énormément pour arriver à jouer une pièce, et encore, c'est pas évident, un thème. Je vais vous faire écouter un truc qui s'appelle... comment s'appelle ce truc? History of... comment on s'appelle Il a fait l'histoire d'un petit cochon rose qui débarque à Hollywood. Ça, c'est quoi History of a Pig. Alors, je sais pas, c'est pas Pig. Alors, je vais mettre Pig, mais c'est pas Pig. Ça s'appelle Gregory Peccary. Ça y est, ça me revient. The Pig with Wings. C'est Gregory Peccary. Gregory Peccary. Est-ce qu'on l'a ou pas? C'est un truc comme ça. Voilà. Gregory Peccary. Ça y est, on y arrive. The Adventures. Ah, c'est pas l'histoire, c'est The Adventures of Gregory Peccary. Alors, c'est vraiment très étonnant. Ça dure 21 minutes. Hein, mais c'est du théâtre musical. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui raconte et en même temps, vous avez la musique derrière qui suit par rapport aux mots, par rapport à tout. Et c'est... The Adventures of Gregory Peccary. Oh, here comes Gregory, little Gregory Peccary, the nocturnal gregarious wild swine. A peccary is a little pig with a white collar that usually hangs around between Texas and Paraguay, sometimes ranging as far west as Catalina. Catalina, Catalina, Catalina. This particular peccary is part of that bold, Bold, new new, breed breeding. that extinguishes itself by markings which resemble a white tie directly below the white collar. If it's wide enough, everyone will know that the tie I'm wearing is a symbol of how nimble my mind will go. Ooh. Swing, suave. And hula, hula.
Look out, here he comes again. Every morning, Gregory drives his little red Volkswagen to the ugly part of town where they keep the government buildings. Wooden. Bon, voilà. Et il y en a, il y a encore 17 minutes comme ça. Hein. Il faut s'accrocher, même musicalement parlant. Même la voix qui a une voix particulière comme ça, il chante exactement les notes qui sont écrites et ça tombe exactement dans le rythme qui est écrit. C'est vraiment... là, c'est une pièce, pour dire, une pièce radiophonique de théâtre musical. Quoi. C'est assez impressionnant. De Hoffnung. Oui, il y a du Hoffnung, il y a... Ça, c'est typique. Oui, absolument. Et il y a l'idée presque aussi c'est comme si on écoutait un dessin animé, en fin de compte. C'est un dessin animé à oral. Vous entendez des tas d'éléments, tout ça, mais très très fourni, ceci dit. Hein. Et ça, je pense que ça a pu influencer John Zorn, le saxophoniste américain, qui a travaillé après sur les musiques de dessins animés et qui a donc travaillé sur toutes ses compositions d'une manière, justement, en zappant les éléments. J'en reparlerai un peu plus tard de ça, cette référence-là. Mais voilà, donc Zappa, c'est un monde à part entière. Voilà. Et entièrement à part, aussi, d'ailleurs. On peut le dire dans ce sens-là. Voilà, ben nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous avons bien voyagé sur ce rapprochement, cette idée d'opéra rock, de concept album, de symphonie, de rapport au classique, du classique vers le rock, du rock vers le classique.